À toi, Jean-Claude. Eh bien, bienvenue à tous les, comment dirais-je, tous les auditeurs et spectateurs qui viennent nous rejoindre sur les rencontres d'Espace Marx Aquitaine-Bourgeois-Gironde. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bruno Salgue. Bruno Salgue qui a un très beau parcours, d'abord qui a fait des études de haut niveau, plutôt dans le domaine des mathématiques et des sciences, et qui, en 81, a rejoint le ministère de l'économie et des finances, et en particulier la direction de la prévision, m'as-tu dit, hein, si j'ai bien compris. Et cette direction de la prévision, ça rejoint un petit peu la notion de planification, toutes ces choses-là, sans prévision, planifier, planifier sans prévision, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de, comment dirais-je, de l'arrivée dans le monde de l'industrie de toutes ces nouvelles technologies de la communication qui vont influencer profondément l'évolution comment dirais-je, l'organisation des forces productives, comme l'on dit dans un certain langage. Et tu vas nous parler de cela. Alors, rapidement, nous avons jusqu'à 10h20, hein, top chrono, et tu vas nous parler de l'industrie 5.0, s'il te plaît. Bonjour et donc merci de m'avoir invité, et surtout à Dominique que je connais depuis des années, depuis l'université de la communication d'Ourtin. Et je voudrais bien répéter ce genre de choses parce que, donc, comme Jean-Claude Masson m'a présenté tout à l'heure, j'ai appartenu à la direction de la prévision du ministère des Finances à une époque où on faisait encore de la planification. Et il faut savoir que la direction de la prévision avait deux activités principales. L'activité principale, c'est d'orienter le gouvernement sur le futur, c'est-à-dire du long terme, hein, on avait des grands dossiers qui arrivaient à la direction de la prévision. Hein. Disneyland, par exemple, même si on peut critiquer Disneyland, ce sont des dossiers qui ont été traités à la direction de la prévision à l'époque, hein, parce que c'était des choses qui étaient de notre domaine de compétence. Et aussi, on avait une autre activité, c'est de regarder comment les lois étaient appliquées. C'est-à-dire, est-ce que les lois avaient eu un impact économique qui était prévu? Est-ce que les lois avaient été réellement appliquées? Et comment c'était appliqué dans les ministères? Et on transmettait ces informations au plan qui, lui, pour fixer ce qu'on appelle des normes de production. Alors, je voudrais insister là-dessus sur les normes de production. Hein. À France Télécom, par exemple, il y avait une direction de la production, elle ne produisait rien à cette direction. Ce qu'elle disait, je faisais des normes de production. C'est-à-dire, ce que c'est que des normes de production? C'est de dire que quand je desserre un village qui a un habitant, eh ben, je vais créer une arrivée téléphonique où il y a 1,7 lignes pour ce village. C'est-à-dire que quand j'ai un village qui avait 100 habitants, je faisais arriver un câble qui faisait au moins 170 lignes téléphoniques. C'est ça la direction de la prévision, et c'est ça ce genre de travail que l'on faisait. Et la direction de la prévision, elle avait été largement poussée par quelqu'un, c'est pour ça que j'en parle maintenant, qui est mort aujourd'hui, qui est Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il avait un certain nombre de grands projets économiques. Alors la télévision, moi je râle comme un fou, c'est qu'on a une tendance politique aujourd'hui qui est j'allais dire, de la compassion politico-sociologique. Valéry Giscard d'Estaing, c'est le TGV, c'est la numérisation téléphonique de la France, c'est les zones de technologie avancées, c'est le futuroscope de Poitiers, etc. etc. C'est-à-dire énormément de choses technologiques, hein, que les politiques actuelles ne sont pas capables de faire. Donc mon discours que je vais essayer de vous tenir maintenant, c'est de vous parler de la société 5.0. Alors la société 5.0, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous voyez l'écran, je pense que vous le voyez là. Oui, Je pense que vous voyez, par contre, je ne suis pas en mode affichage. Voilà. Donc, la société 5.0, c'est un concept. Hein. C'est un concept qui est né au Japon et qui a été largement repris par un certain nombre de pays européens, sauf un qui est assez intéressant, c'est que c'est un concept que vous n'entendez jamais parler en France. C'est-à-dire que vous traversez la frontière allemande, vous allez à la foire technologique de Hanovre, vous entendez parler de la société 5.0, vous allez au Polytechnique de Milan, vous entendez parler de la société 5.0, et vous allez à l'école d'ingénieurs de Vigo, en Espagne, vous entendez parler de la société 5.0. En France, c'est un sujet que l'on ne parle pas. Alors pourquoi c'est un sujet qu'on ne parle pas? Je ne sais pas. Mais là, je vous donne un exemple qui est un de mes collègues du Pays-Bas, hein, et qui a fait tout un bouquin là-dessus, c'est l'histoire de Kodak. En 1998, Kodak, c'était encore 170 000 employés. Aujourd'hui, Kodak, ça n'existe plus, à part une marque. Et en 1998, combien de personnes avaient pensé qu'on ne prendrait plus d'images sur un papier fait en film? Personne. Parce que là, il y a eu une technologie qui est arrivée, qui est une technologie qui a modifié complètement
le comportement des habitudes des personnes. Et je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qu'est cette théorie du switching, qui est une théorie importante autour de ça. Donc ça, c'est un des éléments qu'il faut avoir en tête, hein. C'est que nous sommes rentrés dans une nouvelle société qui fait qu'en très peu de temps, vraiment d'un temps très très faible, des technologies qui étaient leaders disparaissent. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des visions négatives de ça, et moi je lutte contre ces visions négatives, hein. J'ai un livre qui me plaît beaucoup parce que c'est le livre type de ces visions négatives, hein. Et dans ce livre type des visions négatives, il y a 3 éléments qui sont importants dans ce que j'appelle moi l'erreur de raisonnement. Le premier, c'est que ce serait un dérèglement du monde, un naufrage global, des entités meurtrières. C'est ce qu'il a écrit dans ces trois bouquins, Amin Mahalouf, hein. Eh ben non, parce qu'en fait, c'est l'arrivée d'une nouvelle société et qu'il pose une question d'ailleurs importante, hein, ce que c'est, bon, je la poserai tout à l'heure, hein, je peux peut-être la poser maintenant, est-ce que c'est une nouvelle crise du capitalisme? Et c'est ça qu'il faut se poser comme question, hein, qui est importante, c'est que ce changement de société qui représente la société 5.0, est-ce que c'est une nouvelle crise du capitalisme et est-ce qu'il ne faudrait pas l'analyser en tant que tel? Parce que ça, c'est un élément important. Ensuite, tous les gens font de la géopolitique. Or, derrière ça, c'est pas vrai, c'est pas la géopolitique, c'est une mondialisation. C'est un système qui se mondialise. C'est-à-dire ce qui se passe dans ces technologies de l'information et de la communication au Japon, ça ne peut pas ne pas se passer en France. Alors, on peut mettre des frontières, hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre des frontières, c'est ce que font les Chinois, hein. Les Chinois font le double de Google en Chine. Ils ont mis une frontière, mais il y a un Google en Chine. Voilà. Ils ont mis une... Et on peut se poser du Japon, hein, il n'est pas du tout de moi, c'est des Japonais qui ont fait ce schéma-là, c'est la version traduite en anglais par les Japonais, hein. On est passé à la société industrielle, à la société de l'information, et puis une espèce de société super smart, hein, super intelligente. Et d'ailleurs, c'est cette super intelligente, moi, qui me gêne beaucoup, parce qu'elle n'est pas si intelligente que ça, cette société, et ça peut me poser des problèmes. Alors, ce n'est pas des vagues d'innovation, hein, c'est quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui change l'ensemble du mode de vie. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait une visioconférence, on est à côté les uns des autres, hein, et c'est bien parce qu'on a eu la crise du Covid qu'on fait une visioconférence, sinon on se retrouverait tous à Bordeaux aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément important, et la question qu'il faut se poser, la première des questions qu'il faut se poser, est-ce que c'est une nouvelle crise du capitalisme? Et comment est-ce que cette crise du capitalisme, on la qualifie? Moi, je vois très peu d'écrits là-dessus aujourd'hui en France. J'en vois quelques-uns en Allemagne, j'en vois quelques-uns de mes collègues italiens ou espagnols, mais en France, il n'y a personne qui aborde ça. Et moi, j'ai un avis assez négatif sur des bagarres locales. Et pour les Bordelais, je pense à l'ex-usine Ford, hein, il faudrait élargir le sujet, puisque le sujet n'est pas la fin du diesel à Rodez ou la fin des boîtes de certaine façon, de boîtes d'été de certaine façon, chez un constructeur automobile. Alors, un des éléments clés pour comprendre cette société Super Zéro, c'est les plateformes. Alors, les plateformes, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. C'est pas aussi simple que ça en paraît, hein. Ça, c'est pareil aussi. C'est un élément que j'ai pris chez un de nos collègues japonais. C'est comment on décrit une plateforme. Ben, une plateforme, c'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est rentré dans ce qu'on appelle une société des plateformes. Alors, cette société des plateformes, il faut voir, il y a des plateformes qui sont connues, visibles. On parle d'Amazon, hein, mais il y a des plateformes qui sont non connues et non visibles. Qu'est-ce qui fait que McDonald's réussit beaucoup plus que d'autres acteurs qui feront du fast-food du même type, hein, c'est qu'ils ont une plateforme qui est très, très élaborée. C'est-à-dire que dès que vous mangez un McDo dans le McDo de Bordeaux, on se demande aux paysans d'ensemencer une vache. Vous voyez jusqu'où ça va, hein. Donc, c'est des plateformes qui sont très, très élaborées parce qu'on sait que dans quelques temps, on aura besoin du steak haché qui va avec, du bébé de la vache qu'on vient d'ensemencer. Donc, cette notion de plateforme, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de beaucoup d'acteurs aujourd'hui, hein, et elles sont souvent cachées, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas que derrière l'entreprise McDonald's, il y a une plateforme qui est mondiale, hein, et que d'ailleurs, au moment où vous mettez votre carte bleue dans la machine de McDonald's, au McDonald's je ne sais pas où ils sont à Bordeaux ou à côté de chez moi, il y en a un à Colombier, hein, eh ben, il se passe quelque chose chez le paysan qui est partenaire de McDonald's. Et derrière, il y a des paysans partenaires, il y a des coopératives partenaires, etc.
Troisième chose que je voudrais vous sensibiliser sur cette société, c'est qu'il y a trois éléments principaux qui sont en jeu. D'abord, tout ce qu'on appelle les cybernétiques, c'est-à-dire des technologies qui sont liées aux technologies de la communication, mais qui sont aussi très, très liées aux fonctions du corps humain. C'est-à-dire qu'on va essayer de singer, d'une certaine façon, le corps humain dans ces technologies cybernétiques. On va regarder, c'est-à-dire ça dépasse le concept de robot. Hein. On a ajouté de l'intelligence aux robots dans les années 70, quand on a mis des robots dans les usines. Hein. Là, on dépasse l'intelligence des robots. Hein. On a des fonctionnalités du côté du corps humain. Une des grandes forces d'Amazon, c'est le système logistique d'Amazon avec des robots qui vont aller chercher le bon livre au bon endroit, au bon moment, dans la bonne étagère. Mais pour faire ça, il faut ce qu'on appelle les adresses d'identité. Donc, on a mis en place des lois. Hein, en Europe, c'est le RGPD. Hein, parce que derrière, il y a des problèmes dès lors que les adresses d'identité sont liées à la personne. Et puis, il y a un troisième point qui est la singularité. Vous avez tous entendu parler de la singularité, hein, qui est un concept qui est né dans les sociologues des films de science-fiction dans les années 50. C'est le moment où, pour certaines tâches, la machine dépasse la capacité de l'homme. Et ça, on le voit très, très bien. On le voit très, très bien. Moi, j'ai écrit un livre sur la industrialisation de la santé et je donne souvent cet exemple-là. Vous avez une glande mammaire avec une tumeur. Vous prenez 100 excellents radiologues et vous regardez quels sont les radiologues qui trouvent cette tumeur dans la glande mammaire. Vous en avez qui ne les trouvent pas, qui ne les voient pas. Mais par contre, la machine les voit toujours. Et d'autres l'ont bien vu, donc on a bien la confirmation que les tumeurs exactes là, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu, il y en a qui l'ont vu, mais la machine trouve toujours les tumeurs en question. Ce qui fait que, par exemple, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie et l'imagerie médicale, hein, la machine devient meilleure que le meilleur des radiologues qui a eu 20 ou 25 ans de formation, 20 ou 25 ans de vision de radio. Mais derrière ça, il y a deux problèmes qui sont importants, et c'est ces problèmes-là qui m'intéressent. Le problème, c'est le coût d'entrée de ces technologies. Le coût d'entrée de ces technologies fait qu'aujourd'hui, les acteurs qui peuvent rentrer ne peuvent rentrer que si elles ont mis énormément d'argent sur la table, qui pose un problème capitalistique là, important. Hein, c'est le problème de l'accès à la technologie. Et ça, c'est un sujet qui aussi, il faut réfléchir. C'est-à-dire que on voit très, très bien ce qui se passe aujourd'hui. Hein, les laboratoires médicaux d'analyse médicale se regroupent parce que l'accéder à une technologie, ça coûte très, très cher. Hein, une machine PCR, on parle beaucoup des tests en France, des PCR, etc. en France, simplement parce qu'on n'a pas concentré en France les laboratoires d'analyse médicale, les équipements que l'on avait pour faire les tests étaient relativement faibles par rapport à d'autres pays où malheureusement la concentration, ou heureusement, ça dépend comment on va présenter les choses, hein, la concentration des labos était beaucoup plus importante. Il y a des choses qu'on ne dit pas aussi, hein, l'accès à la technologie. Hein. L'accès à la technologie vient aussi d'autres phénomènes, hein, et je pense surtout... pourquoi est-ce qu'on a déplacé des médecins sur des malades, par exemple du Covid, sur Bordeaux, sur l'ouest de la France? C'est parce qu'industriellement, il y a des usines à Bordeaux, il y a des usines chimiques, et donc les capacités des hôpitaux étaient liées au fait qu'il y a des usines chimiques, il y avait des risques industriels dans ces usines, et que dans d'autres régions, il n'y avait pas de risque industriel, donc il n'y avait pas de capacité de réanimation. Donc l'industrie et l'accès à la technologie, les coûts d'entrée globaux, c'est des choses qu'il faut réfléchir hein, aussi de manière assez importante. La deuxième notion qu'il faut réfléchir, hein, c'est la notion d'aliénation économique, c'est la dépendance de la technologie. Parce qu'après, on devient très, très dépendant de cette technologie. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir, c'est d'être cette dépendance à ces technologies que l'on a aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, quand vous avez perdu votre téléphone mobile avec votre fichier d'adresse dedans, vous êtes complètement dépendant de votre téléphone mobile. Vous êtes incapable de vous souvenir du numéro de téléphone de votre épouse. Il faut être sérieux. Donc ça, la dépendance en technologie, c'est quelque chose d'absolument important. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ça, c'est l'exemple de la France. Hein, on n'a pas voulu parler de Société 5.0. On a fait des projets, des plans industriels. Hein, ça, c'est le plan industriel d'un ministre de l'économie qui a disparu, qui m'intéresse toujours parce que ça fait des listes de sujets un peu à l'après-vert, de thèmes qui font parler. Alors, derrière ça, il y a tout ce qu'on appelle les technologies, les télé-X, les technologies ou les IX, hein, la e-médecine, la télémédecine, les téléconférences. Mais c'est des sujets qui sont très vieux. Je cite toujours le bouquin de Rosenholz et Verret, qui a été travaillé dans ce qui s'appelait à l'époque la Datar, hein, qui maintenant ne s'appelle plus la Datar, et ça date des années 90.
et moi j'avais participé à ces travaux dans les années 90, hein, de tout ce qui c'est ces technologies de TELX. Donc c'est des choses qui sont assez anciennes, mais dans lesquelles on a négligé de manière totale et la réflexion politique, et la réflexion économique, et la réflexion technologique dans nos pays. Et c'est devenu d'actualité avec une maladie aujourd'hui que je ne vais pas assister. Alors, tout ça, c'est des choses qui sont très complexes, malheureusement. Alors, je vais très très vite là-dessus, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'il faudrait regarder. C'est énormément de sujets de recherche, mais je ne vais pas y rester très très longtemps. Mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est que notre société 5.0 dans laquelle j'essaie de vous parler aujourd'hui, c'est un mélange entre des machines, des informations, et quelque chose qui va donner une fusion entre l'homme, la machine et l'information. Et ça, Dominique, qui me connaît, puisqu'on s'est côtoyé dans l'Université de la communication d'Ourtin il y a quelques années, c'est des sujets que j'ai abordés il y a 20 ans ou 25 ans à Ourtin, chaque fois que je le pouvais. Et j'avais un maire local bordelais qui était à la fois mon ennemi politique et un excellent ami quand il était venu à Ourtin, parce qu'on répétait, on rabordait tout ce genre de sujets, et c'était quelqu'un qui était sensible à ce genre de choses. Je pense à Juppé. Alors, est-ce que en fait, c'est aussi une crise du management? Crise du management dans nos organisations et dans nos entreprises. Eh bien oui, parce qu'on avait un système de management qui était complètement pyramidal, et tout ce système de management pyramidal disparaît. Et on avait construit des systèmes d'information qui étaient aussi pyramidales comme ce système-là. Aujourd'hui, tout ça, ça disparaît, puisque dès lors que votre carte bleue qui rentre dans la machine du McDo, ça envoie une information aux paysans situés dans la Sarthe, comme quoi il faut qu'ils mettent des petits granules dans sa vache, et qu'en même temps, ils lui injectent un espèce de produit pour que c'est sûr que ça marche, et qu'en même temps, il faut qu'il y mette une puce pour surveiller sa grossesse. Eh bien, tous ces systèmes-là, tous ces systèmes managériaux, ils tombent. Et ça pose aujourd'hui un grand problème, puisque la formation n'était pas, enfin, j'allais dire, on n'est pas prêt à ce genre de choses, parce qu'on n'a pas formé nos ingénieurs à ça, on n'a pas formé nos managers à ça, et nos écoles d'ingénieurs ou de commerce sont très très loin de ce genre de choses, et beaucoup d'universités n'ont pas, même pas engendré le moindre cours autour de ce genre de jeux. Alors, je vous repars, j'ai mis quelques slides au cas où on reviendrait tout à l'heure pour en discuter. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un phénomène qui est absolument important, c'est un triplé, que moi j'appelle les normes, la mondialisation, la massification et les normes. Alors pourquoi c'est important ça? Parce qu'on va être obligé de se poser un certain nombre de questions. Quand on parle de technologie comme ça, d'information, il y a des infrastructures à mettre derrière, des connaissances à mettre derrière. Il y a des problèmes de management. Quels sont les managements qu'il faut mettre en place? Quels sont le couple management-structure qu'il faut mettre en place? Dernière d'autres questions, c'est quels sont les enjeux auxquels nos organisations vont être confrontées. C'est pour ça que je suis malheureusement, pour ceux qui vont aller participer aux opérations de Bordeaux, moi je me dis, il faut réfléchir à ce que ça veut dire l'usine Ford de Bordeaux, aujourd'hui en termes industriels. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis ensuite, derrière, il y a toute la gestion d'infrastructures, des connaissances. Et ça, qui va modifier l'action collective, puisqu'on va avoir des modifications très importantes de l'action collective. Et tout ça, ça a des limites. Et ça a des limites parce que il y a un certain nombre de choses qui vont derrière. Il y a de l'éthique, de la fidélité, de la politique, des vocations. C'est ce que j'appelle la nuage ici. Vous voyez, j'ai présenté ça sous forme d'un nuage. Hein. Ce nuage qui me paraît très important, c'est que il va y avoir des limites. Alors, ces limites, les théoriciens de la société 5.0 ont parlé de murs. Et ils les ont classifiés. Je vais en parler dans quelques instants, ça me paraît important. Les murs, les voilà. Les théoriciens de la société 5.0, et en particulier en Allemagne, il y a le mur du gouvernement et de ses agences, parce que le gouvernement fait un mur, on ne sait jamais pourquoi, mais ils font des murs. Les murs des systèmes légaux. C'est pour ça d'ailleurs que tous les gens se situent en dehors du système légal, et pensez à Uber. Hein, parce que Uber, c'est quelqu'un qui casse le mur du système légal. Le mur d'innovation technologique, là aussi c'est pareil. Le mur des ressources humaines, le mur des coûts d'accès, ça on en a déjà parlé. Et enfin, le dernier mur, c'est le mur de l'acceptation des utilisateurs. C'est-à-dire que ça, c'est aussi important. Est-ce que
les utilisateurs vont accepter ou pas ces technologies qui arrivent. Et on pourra en reparler tout à l'heure lorsqu'on aura des discussions sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce qui c'est. Voilà. Ben, on arrive à 25 minutes, Oui, oui, c'est et bon. en Alors, effet, je voudrais simplement vous soulever du doigt un problème d'innovation. Et je le présenterai par ce slide-là. Les innovations vont de plus en plus vite à arriver. Et comme elles vont de plus en plus vite à arriver, eh ben, elles sont en train elles disparaissent, enfin, elles sont repassées par les autres de plus en plus vite. Et là, derrière, il y a un problème de la baisse tendancielle du taux de profit. Parce que la baisse tendancielle du taux de profit devient de plus en plus rapide. Et les gagnants, c'est ceux qui sont capables de mettre sur la table de plus en plus d'argent pour aller très très vite, rentrer dans le système, puisque la bataille se fait en termes de part de marché, en termes industriels. Et là, on voit bien le problème de développement des startups et derrière toute la course à la récupération d'argent par les startups. Alors, je voudrais passer là-dessus assez vite, mais je voudrais simplement vous faire toucher du doigt le problème du switching. C'est quoi le problème du switching? C'est Abe Osovic qui a parlé de ça. Vous aviez ici à droite un métro où les gens lisaient le journal, et puis aujourd'hui, les gens lisent le journal sur une technologie qui est le téléphone mobile. Alors, j'ai plein d'autres switching, voilà d'autres formes de switching. C'est la même chose. Mais ce qui est important, c'est que l'usage est le même. On lit son téléphone mobile, mais on lit son journal, mais on le lit de manière différente. Ce qui fait qu'il y a des acteurs qui disparaissent, il y a des acteurs qui apparaissent. Alors, je voudrais. Alors, ça aussi, je vais les garder pour plus tard, mais je les ai gardés exprès. On rentre aussi dans ce qu'on appelle une société du co. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rien faire tout seul. Et cette société du co, elle a deux conséquences importantes. La première conséquence, c'est une notion d'ultra-démocratie, et l'autre conséquence, c'est une notion de vétocratie. C'est-à-dire que d'un côté, comme on veut travailler ensemble, il faut qu'on mette des systèmes qui sont ultra-démocrates, et donc d'élargir la démocratie. Et c'est pour ça que vous entendez parler dans la classe politique de RIC et le reste, parce que l'ultra-démocratie devient quelque chose de plus en plus important. Et la vétocratie, c'est l'inverse, c'est qu'on va interdire des choses de se faire. Et ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Bon, je regarde ces exemples pour plus tard si on a besoin de revenir. Simplement, je voudrais faire toucher du doigt aussi que nos usines du futur, et ça aussi je le garderai par la suite, il y a des nouvelles usines qui apparaissent autour de l'usine du futur et des nouvelles formes d'usines. McDo, c'est une usine, derrière, c'est des client drive, c'est le client qui actionne le process industriel. C'est le moment où vous mettez votre carte bleue dans la machine du McDo que le process industriel est activé. On y reviendra aussi tout à l'heure là-dessus. Je garde les slides qui vont derrière pour, pour ce genre de choses. Et un des éléments que je voudrais vous toucher du doigt, c'est ce slide. Avec la société 5.0, on parle beaucoup de relocalisation. Ça, c'est un faux problème, la relocalisation. Ça, c'est se situer dans l'ancien siècle. L'ancien siècle où on a délocalisé. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est un autre, et c'est ça qu'il faudrait déterminer. Alors, je passe aussi là-dessus volontairement. Je les garde là pour arriver à une qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que le véritable problème, il se situe ici. Alors, est-ce qu'il y a du lait? Je ne sais pas, parce que le design derrière était ici, mais ce qui est important à comprendre aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on est une société qui a créé de l'ennui. Donc, quand on a créé de l'ennui, on va créer des nouveaux usages. Et les nouveaux usages, ça a deux conséquences importantes. Soit il faut faire à cause des murs, soit faire des transgressions. La transgression, vous voyez, j'ai mis ici volontairement des usages, des exemples. La transgression, c'est Uber, mais c'est aussi les gilets jaunes que j'ai mis en image ici. Soit il faut faire la transcendance, c'est-à-dire que on fait un saut qualitatif et on va essayer de faire un renouveau. Un renouveau de quoi? Des religions, des idéologies. Et je pense qu'il faut renouveler aujourd'hui un certain nombre d'idéologies. Comment? Je ne sais pas, mais ça me paraît important puisqu'il faut élever le débat idéologique. Moi, j'appelle pour un nouveau Marx qui s'appellera comme il voudra, mais
j'appelle à quelqu'un qui réfléchisse ou un groupe de gens qui réfléchissent à cette situation qui est absolument nouvelle et quitte à faire des bouquins collectifs comme les mathématiciens au moment des nouvelles mathématiques avaient fait des bouquins collectifs qui s'appelaient les Bourbaki, hein, pour ceux qui se souviennent de ce genre de choses. Alors, ce qui est important aussi, c'est que on a une anthropologie des usages qui se passe et que cette anthropologie des usages, il y a des techniques qui sont importantes, hein. Dans les années 90, moi j'avais expliqué dans un grand congrès international qui se situait dans les télécoms mobiles, j'avais donné la liste des sociétés qui resteraient dans la téléphonie mobile. Et les gens m'avaient demandé pourquoi est-ce que vous faites cette liste-là. J'ai dit c'est très simple, c'est ceux qui ont engendré une fonction et la fonction, je la mets ici dans cette enveloppe. Nous en reparlerons dans quelques temps. Et puis les ceux qui sont restés, c'est ceux qui avaient mis cette fonction. C'est une fonction qui n'a rien à voir avec le téléphone mobile, c'est la fonction horloge. Toutes les sociétés qui n'avaient pas mis le réveil et l'horloge dans leur téléphone mobile ont disparu. Toutes les sociétés qui avaient mis une horloge et un réveil dans leur téléphone mobile en sont restées. C'est très intéressant, ça n'a rien à voir avec le téléphone mobile. Et donc, c'est des usages qui sont un peu particuliers, hein, sur lesquels, là aussi, je reviendrai aussi. Alors, un des problèmes de cette société 5.0 dans laquelle nous vivons, c'est qu'il y a une double boucle. Et ça, c'est un problème que les marxistes ne pouvaient pas voir et que Marx ne pouvait pas voir dans les années 1900, parce que ça n'existait pas. Il y a le problème de l'infrastructure. Et aujourd'hui, on le voit très très bien avec le ferroviaire en France, hein. Regardez comme en Allemagne ou en Suisse, vous avez des trains qui sont cadencés. Moi, quand je vais à Zurich, je prends mon train, je ne cherche pas à savoir quel est l'horaire du train qui fait Genève-Zurich. Je m'en fous, je sais qu'il y a un train toutes les demi-heures qui part de Genève, qui va à Zurich. Donc, quelle que soit l'heure où va arriver mon TGV qui va arriver en retard de France, je sais que j'aurai un Zurich, un Genève-Zurich. Voilà, ça c'est important. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a un problème de des relations d'infrastructure. La réouverture des virgules, ce qu'on appelle les virgules de chemin de fer en Suisse, ce qu'on les appellerait en France aussi, c'est les petites lignes qui vont rejoindre les grandes lignes et qui étaient avant des chemins de fer départementaux. Ça, c'est un sujet que les Suisses ont fait, que les Allemands ont fait aussi. Et que nous, en France, par exemple, on est incapable de mettre en place parce que derrière, on ne sait pas gérer cette deuxième boucle, qui est la boucle de rentabilisation d'infrastructures. Bien, Bruno, s'il te plaît. Je voudrais juste, attends. Oui, parce qu'on arrive au bout, là, si on veut oui, un échange avec la salle, entre guillemets. Hein, je voudrais juste arriver il est temps juste sur une maintenant question. de donner, enfin, très rapidement, s'il Voilà. te plaît, la parole à la salle. Voilà, donc j'ai deux éléments que je voudrais simplement aborder pour que les gens puissent poser les bonnes questions, hein. Avant, on parlait de voitures, maintenant, on parle de dispositifs. C'est justement à cause de cette infrastructure. C'est bien joli de parler voitures électriques, hein, sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire Paris-Perpignan, Paris-Berzier chez moi en voiture électrique par l'autoroute A9 parce qu'il n'y a plus de borne de recharge. Les sociétés ont fait faillite. Déjà. D'accord? Donc, vous avez une belle voiture électrique, vous essayez de faire Paris-Béziers, c'est pas possible par la A9 à 75. Pas possible. Parce que derrière, on a un dispositif qui n'est pas en place. Et cette notion de dispositif, c'est quelque chose d'important. Il y a un beau, magnifique livre là-dessus, hein, qui est Anne Ben, et je voulais vous faire toucher du doigt cette notion-là. Et dernière notion que je voudrais vous faire toucher du doigt par des livres récents, est-ce qu'il faut aussi que les États deviennent des États plateformes? Ça, c'est une vraie question. Il y a deux livres là-dessus. Un livre d'une de mes élèves de l'école des mines qui lui résout l'État avant que les autres s'en chargent. Et la Fondation nationale d'économie politique a fait un livre sur des états d'État ou l'État plateforme aussi sur le sujet. Bon, voilà. Donc, simplement là derrière, il y a ma pub de mes livres en question. Je passerai vite là-dessus et je suis à vos dispositions pour toute question. Voilà. Et vous avez entendu que mon téléphone sonnait parce que j'avais prévu de faire une demi-heure et donc j'ai parfaitement tenu le temps. Ton téléphone était dans une entreprise qui a duré. Voilà, exactement. Non, mais c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, c'est que le fait qu'une entreprise, aujourd'hui, les entreprises automobiles qui vont durer, ce n'est pas celles auxquelles on pense nécessairement. Ce n'est pas nécessairement les meilleures. Bon, qui a des questions? Parce que là, c'est décoiffant. On a eu une dose d'informations quand même. Non, mais moi, j'invite des gens, s'il y a des gens qui veulent travailler là-dessus, moi, je suis très intéressé, hein, parce que ce sont des vrais sujets aujourd'hui à réfléchir. Hein,
Et si vous voyez, je citais l'exemple, parce que beaucoup d'entre vous sont bordelais, de l'usine Ford de Bordeaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire une voiture aujourd'hui, un outil de transport qui reprendrait les voitures aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le dispositif transport autour de la voiture, quoi. Voilà. Ça, c'est des Bien. sujets qui sont intéressants. Qui a des questions à Bruno, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Quelqu'un m'entend? Vous m'entendez ou pas? Je vous entends, mais je ne sais pas qui c'est qui parle. Oui, c'est Thierry Brugvin. Oui, bonjour. Bonjour. Désolé, hein, j'ai pas la caméra. Ma question, en fait, c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez parlé de l'ultra-démocratie. La l'ultra-démocratie suppose la veto-démocratie. Alors, du coup, j'ai deux questions. La première, plus facile, enfin, pour moi, est-ce que vous pouvez me préciser ce que c'est l'ultra-démocratie? Et puis surtout, qu'est-ce que vous entendez par veto-démocratie et concrètement, comment la mettre en œuvre? Alors, l'ultra-démocratie, il y a pas mal d'auteurs qui ont travaillé dessus. C'est pour ça que j'ai réutilisé ce terme, hein. Et dans les gens qui sont des politiques de gauche, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de pousser des systèmes ultra-démocratiques. C'est des systèmes dans lesquels on élargit la démocratie sur un certain nombre de sujets à beaucoup plus de personnes, à des personnes concernées. Et quand vous voyez les Gilets jaunes qui demandent de référendum d'initiative et ce genre de choses, hein, c'est typique de ce développement d'ultra-démocratie. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on. Vous voyez très bien le débat qu'il y a eu ces jours-ci, qui m'intéresse énormément, parce que c'est quelqu'un que je connais un peu plus, c'est quand Jean Tratex dit on va demander à une commission élargie de réfléchir sur l'article 24, immédiatement, vous avez des démocrates qui font un veto en disant non, la loi, c'est le Parlement et le Parlement qui l'a fait, donc c'est l'Assemblée nationale et c'est là. Donc on ne veut pas élargir à l'ultra-démocratie. Okay. Et ça, et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui que l'on a. C'est comment est-ce qu'on met en place de nouveaux processus démocratiques, et en particulier démocratie locale. Puis-je poser une question sur la démocratie? Pour essayer de Oui. comprendre, là, du coup, l'ultra-démocratie, elle passe surtout par de la technologie, par des nouveaux dispositifs démocratiques. Oui, sûrement. Ouais, mais on voit très très bien que aujourd'hui, ces process, moi je vois très très bien que nous avons, sur notre sillon, là, nous avons deux projets récents qui ont été volontairement traités par la démocratie. On a un parc de loisirs qui veut se construire un parc sur le cinéma, qui est d'origine privée, qui veut se construire à Béziers, où les acteurs ont voulu faire de l'ultra-démocratie. Et on a le deuxième sujet, qui est l'extension du TGV entre j'allais dire, Montpellier et l'antenne espagnole qui arrive à Perpignan. Et on voit très très bien comment c'est difficile de mettre en place aujourd'hui, alors que les acteurs qui sont derrière ça ont voulu faire de l'ultra-démocratie, comment la vétocratie se met en place. C'est-à-dire comment, sur le parc de loisirs, le parc de cinéma de Béziers, là, de Bessan, hein, donc il y a des acteurs privés qui font ça, qui lancent un processus ultra-démocratique pour que les gens votent dessus. Et puis, vous avez immédiatement une alliance objective qui se fait entre le maire Front National, les écologistes et le conseiller général PS pour saboter cette démocratie locale. Okay. Et là, la démocratie se met immédiatement en place en disant, ben non, les décideurs, c'est nous, quoi. La véto-démocratie, c'est pareil, c'est pas des processus techniques nouveaux informatiques, c'est plutôt pareil, le pouvoir qui vient d'en haut. Oui, mais la technologie permet de le cacher, si vous voulez. Ça, c'est important. La véto-démocratie. Oui. De cacher l'abus de pouvoir. Oui. D'accord. Mais ça permet de le cacher, c'est-à-dire que on est dans des systèmes dans lesquels la personne qui va agir en termes de mur le cache derrière des raisons. C'est pour ça que Cynthia Fleury a fait un bouquin récemment, je ne me rappelle plus son terme, le terme exact du bouquin, justement sur tous les gens qui ont des bonnes pensées, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, là aussi, il faut réfléchir en manière politique. Justement,
En matière politique, s'il te plaît, Bruno, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la… Tu parlais d'industrie 5.0. L'industrie est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Je viens du monde de l'industrie. Et comment vois-tu l'entrée de la démocratie dans le fonctionnement des entreprises, des groupes privés d'une manière générale, parce que tout ce dont on parle là, c'est sur le domaine public, si je puis m'exprimer ainsi, ce que tu viens de dire à Béziers, c'est comme l'utilisation du domaine public, l'implantation, bon, toutes ces choses-là. Mais dans l'entreprise, on passe 8 heures dans l'entreprise, c'est quand même pas piquer des hannetons, grosso modo. Oui, alors là, c'est typique. Alors, mais moi, la démocratie dans l'entreprise et l'ultra-démocratie, puisque tu en parles, mais alors là, il y a un trou noir qui vaut celui qu'on voit dans le cosmos, n'est-ce pas? Quid de la démocratie dans le monde de l'entreprise? Alors là, il y a quelque chose qui moi, m'intéresse énormément. Je vais citer 2 exemples qui est important. C'est l'usine Latécoère qui est située dans la banlieue est de Toulouse. Oui. Et la deuxième exemple que je cite assez régulièrement, c'est les entrepôts Lidl. Les entrepôts Lidl, vous avez des gens qui sont derrière des caristes, parce qu'il y a des moments où vous avez besoin des gens qui sont des caristes. Et qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en commande vocale. C'est-à-dire qu'on leur dit, l'ordinateur sait que le produit est à tel endroit et à tel endroit, et en commande vocale, on dit allez chercher le colis qui est situé dans le hall A, hauteur 3, rangée 8, etc. Et on voit très très bien qu'il y a une différence très importante entre un acteur comme Lidl et un acteur comme d'autres acteurs économiques qui ont mis en place ce genre de choses, c'est comment le processus démocratique s'est mis en place au sein de Lidl. Ça, c'est très intéressant de regarder. Alors, c'est imparfait, c'est largement imparfait, mais il s'est mis en place. C'est-à-dire que les gens sont arrivés à des accords locaux dans les gros entrepôts de Lidl. À l'inverse, les d'autres acteurs industriels, ils ne sont jamais arrivés. Voilà. Ça, c'est quelque chose… c'est quelque chose qu'il faut regarder. L'autre exemple que je cite, qui est malheureusement un exemple de non-processus démocratique, c'est l'inverse, c'est l'usine Latécoère à l'ouest de Toulouse, où l'usine qui est complètement automatisée, on n'a pas demandé aux gens qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire dans cette industrie-là. C'est-à-dire qu'on a d'abord automatisé l'usine, qui est à la fois une usine flexible et puis après, on a essayé de mettre des gens dedans. Ce qui pose d'ailleurs énormément de problèmes aujourd'hui chez Latécoère avec cette usine ultra moderne. Parce que de toute façon, il faut des gens dedans. Et ensuite, de toute façon, il faut des gens pour faire ce que la machine ne pourra pas faire. Le problème de la singularité, c'est qu'un problème qui est très simple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la machine est supérieure à l'homme, il y a des moments où l'homme est supérieur à la machine, et il y a des moments où on a besoin des deux. C'est-à-dire que l'homme interagisse avec la machine. Sinon, la machine, elle est incapable de faire rien faire. Et ça, c'est un vrai sujet de société qui est très, très peu abordé, même par les sociologues. Vous voyez très, très peu de sociologues qui se posent le problème aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de système, à partir de quand c'est l'homme qui doit prendre le dessus et comment on discute de processus industriel de ce genre de choses. Et on n'a pas mis en place dans beaucoup de pays d'Europe, même aux États-Unis, les processus de discussion dans les entreprises, dans les grandes reconstructions d'entreprises. C'est-à-dire que on reconstruit l'usine et puis voilà, c'est terminé. On voit très très bien, là, il y a un processus qui se passe assez mal en ce moment et les acteurs répondent par grands coups de communication. C'est la refonte de l'usine de produits agroalimentaires de Herta dans le nord de la France, qui est dans le Thiérache, donc l'usine qui fait des saucisses. Et ça, c'est très intéressant parce que derrière, il y a un groupe familial espagnol, parce que ce sont des familles espagnoles qui sont très, très… qui sont les capitalistes qui sont là, qui sont très, très proches des ouvriers. Il y a des managements qui ne comprend absolument pas ce qui se passe dans le monde ouvrier. Et derrière, il y a des ouvriers qui vont être mis de côté par les investissements dans les machines, dans ces usines. Et là, il y a un vrai sujet de discussion et c'est intéressant parce que vous voyez très bien que le mur de blocage, c'est le mur des managers, c'est-à-dire les anciens patrons de cette entreprise Herta qui ont été rachetés par cette famille espagnole.
Et ce qui est très intéressant dans le capitalisme espagnol, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est ce capitalisme qui est familial et ce capitalisme qui est aussi coopératif. Coopérative Mondragon dans les produits blancs et gris, dans ce genre de choses. Et là aussi, il y a des sujets à réflexion avec les nouvelles technologies. Pourquoi ces gens-là réussissent mieux? Pourquoi est-ce que Inditex, vous savez, les marques Zara, pourquoi les familles Puig à Barcelone réussissent mieux que les grands acteurs industriels traditionnels avec cette société moderne? Et ça, c'est des vrais sujets de réflexion. Alors, je ne prône pas le retour au paternalisme des Michelin, hein, mais c'est pas ce que je prône aujourd'hui, mais je dis qu'il faut réfléchir à ce genre de choses aujourd'hui, quoi. Je dirais simplement que c'était en 1946 quand Marcel Paul, alors bon, ça fait un peu vieille garde, mais enfin concrètement, à EDF-GDF, il y avait une structure organisée à l'intérieur du statut qui s'appelait les comités mixtes à la production, et dont c'était exactement l'objet. Oui, oui, tout à C'est-à-dire fait. qu'il y avait une discussion entre le directeur, qui restait directeur, ça, c'était pas, mais avec les organisations syndicales sur toutes les évolutions qui arrivaient. Elles étaient discutées au sein de ces comités mixtes à la production qui se réunissaient en moyenne 3-4 fois par an. J'en sais quelque chose, j'en étais le secrétaire général pendant quelques temps. Mais ce que je veux dire, c'est que ces structures existaient. Je ne suis pas très sûr de leur pertinence. De leur pertinence, j'en suis sûr. Mais de la qualité de leur fonctionnement, ça c'est autre chose. De leur pertinence, j'en suis absolument convaincu. Ce que je veux dire, c'est que ces notions-là existent, il y a, les linéaments existent, et bien évidemment, on a toujours beaucoup de difficultés à faire vivre cela pour les raisons que tu dis. Je pense qu'un des problèmes du management français, c'est qu'elle est restée dans un management napoléonien qui date donc du début du 19e siècle, très hiérarchisé et qui refuse comment dirais-je, de discuter son statut, en fait, son statut. Je suis tout à fait d'accord. À mon avis, je viens de ce monde, il est absolument là. Nous reculons parce que nous avons un management qui est resté sur un fonctionnement très militarisé. Et l'armée française n'a jamais brillé par ses qualités. Hein. L'exemple type du management militarisé, c'est SNCF aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez des remontées d'informations de la part des chefs de train ou des conducteurs de train, c'est immédiatement mis à la poubelle, y compris d'ailleurs par les voyageurs dans les. Moi, je vais vous expliquer une chose. Moi, je me suis amusé pendant un mètre sur Facebook. On avait une rame quand je faisais souvent le trajet entre. J'étais projet d'école à Saint-Étienne. Je faisais souvent le trajet entre Saint-Étienne et Paris. On avait une rame TGV dans laquelle une porte ne s'ouvrait pas. On a pendant 6 mois traîné avec cette rame de TGV pour lequel la porte ne s'ouvrait pas parce que les managers avaient trouvé que ce n'était pas le moment de faire passer le TGV en grande révision et que c'est une panne aléatoire. Alors, sauf qu'en plus de ça, la panne qui ne s'ouvrait pas, c'était la panne dans laquelle c'était la rame de TGV dans laquelle on avait la place handicapée. Donc, il fallait que des gens prennent les handicapés, les soulèvent à l'étage de dessus, les transmettent à l'étage au-dessus dans l'autre wagon, les font descendre de l'autre côté. Et ça a duré pendant à peu près 6 mois. Et là, on voit bien qu'il y aurait eu de l'information, la remontée d'informations, la remontée d'informations aurait été faite par les chefs de train et par les conducteurs et par les voyageurs qui signallaient ça. Eh bien, le TGV serait revenu en management pour un problème qui est absolument important. Mais ça, non, c'est pas possible dans une entreprise comme SNCF. Et c'est typique de ce genre aujourd'hui de management hiérarchique. Et je pourrais vous en citer d'autres parce que j'en relève assez régulièrement. Et si on était collectif, on en verrait d'autres aussi aujourd'hui. Sur ce point très précis, je partage ton avis. On a vraiment un problème au niveau du fonctionnement hiérarchique de nos entreprises, de beaucoup de nos entreprises, du moins celles que j'ai connues, qui, je crois, est extrêmement… Enfin bon, c'est un vrai problème, et c'est un problème de société extrêmement profond, et je vois mal comment l'évolution peut se faire rapidement. On arrive à la fin, je pense, Dominique, parce qu'il est 10h15, il nous reste 5 minutes, c'est cela? Alors, d'autres questions? Mais j'oserais m'immiscer dans la… Immisce-toi. Vas-y. Je m'immisce
dans le débat en évoquant eh bien, d'une part un grand vieillard toujours d'actualité à mon avis, c'est-à-dire un certain Étienne de la Boétie, qui disait que c'est, entre guillemets, c'est le peuple qui s'asservit. Donc, d'une certaine manière, que la question de la verticalité du pouvoir et d'autre part la libération de l'oppression que ça entraîne par des formes horizontales est quelque chose d'intéressant, mais peut-être incomplet. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. J'avais l'intention de le faire venir. Un certain Johan Chapoutot, qui est historien, a sorti l'année dernière, on s'est tombé en carafe, cette invitation à la machine à lire, un débat que je proposais, a écrit un livre qui s'appelle « Libre d'obéir ». Tout à fait. Et dont le sous-titre est, et c'est un sous-titre qui a fait un peu de bruit, « Le management du nazisme à aujourd'hui », où il montre ou tente de démontrer qu'il y a une liaison assez directe entre les formes de domination et en même temps d'efficacité du nazisme dans le domaine industriel jusqu'au camp d'extermination, et d'autre part, bien sûr, le management tel qu'il est organisé aujourd'hui sous diverses formes. Donc, je voulais savoir si… Il y a deux phénomènes récents qui sont autour de ça. Hein. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Vincent, sur ce thème-là. Hein. Le problème, c'est qu'en plus de ça, en France et dans des pays comme les nôtres, se rajoutent des couches. Alors, je vous explique les couches. Un exemple typique. Les réseaux téléélectriques ont été donnés aux communes, aux communautés de communes. Mais les communautés de communes se sont empressées de les donner à des opérateurs. Souvent, c'est Enedis. D'accord ? Ce qui fait qu'il y a ah non, c'est pas moi, c'est Enedis. Enedis, ah non, c'est pas moi, c'est la commune. Moi, je suis dans une commune où il y a en gros 4 à 5 coupures de courant de longue durée par mois. 4 à 5 coupures de longue durée par mois, sans compter les micro-coupures. Là, j'ai une chance ce matin, je n'ai pas été coupé pendant ma visioconférence. C'est une chance. C'était sûrement parce que je fais une conférence sur le marxisme. Je fais régulièrement des conférences, je suis coupé, donc il faut attendre que la box redémarre, que tous les équipements redémarrent. D'accord ? C'est intolérable. Et aujourd'hui, j'ai un maire de gauche. Et ce maire de gauche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire, parce que ça ne l'intéresse pas de s'intéresser au réseau EDF. Ça ne se voit pas, sa population. Ça ne lui permet pas de communiquer. Il communique sur le fait qu'il remplace des lampadaires qui sont neufs, parce que le lotissement, il a moins de 20 ans, par des lampadaires LED. Là, c'est la communication politique. Et c'est horrible, parce que l'argent qu'il met dans ce changement de lampadaires qui sont neufs, qui sont encore en bon état, il vaudrait mieux qu'il le mette dans la reconstruction du réseau local. Puisque ça disjoncte non pas à cause de ERDF, enfin, le réseau RTE-ERDF, hein, ça disjoncte à cause du réseau local. Et mon maire d'à côté, qui est aussi un maire de gauche, hein, qui est PS, c'est la même chose. Là, c'est les lignes locales qui ont flambé. Donc, quand les lignes locales flambent, ben, ça a des conséquences un peu partout. Et on voit bien très très bien ce système dans lequel on a non seulement des systèmes nazisme de pouvoir, mais en plus, on les a répartis pour qu'il n'y ait pas de responsable, ou pas de responsable désignable. C'est exactement ce que dit Chapoutot. Voilà. Et ça, c'est terrible, c'est terrible. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que 10h19, Dominique. Oui, mais très bien, on est dans les temps. 10h20. Voilà. Ce que je propose, évidemment. Mon portable. Tout à fait. Ce que je propose, c'est que, effectivement, Bruno, on te réinvite courant janvier ou courant février, quand tu seras disponible, pour une conférence sur 1h30. Donc, ça te permettra de redévelopper et puis de. Hein, voilà. Et moi, je fais un appel au peuple, s'il y a des gens qui ont envie de réfléchir là-dessus et sur la réflexion sciences, technologie et société, je suis preneur, quoi. Bah, tu connais bien la revue du PCF, à savoir progressiste, je présume. Oui, mais je ne suis pas toujours d'accord, si vous voulez. Et ça c'est heureusement. Et ça, c'est…
voyez, j'ai aussi le groupe du PCF sur l'économie sociale et solidaire. J'ai des choses sur lesquelles je suis d'accord et des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Oui, mais c'est normal, c'est bien, ça fait partie de. Voilà. C'est vivifiant. Voilà. Bien.